Bonjour Christina, bienvenue à la galerie. On Bonjour Enguerrand. on est ravi de t'accueillir pour cette exposition, donc regard rétrospectif, un regard croisé sur ton œuvre ainsi que celle de Matteo. Euh, là, on se trouve en présence de deux petits formats. Ce sont les tableaux les plus anciens De... de l'exposition. Oui, Peux-tu nous en dire davantage? oui. Bon, ça, c'est vraiment deux petits tableaux de mon tout commencement, où j'étais vraiment très influencée par Antonio Segui, et dont il m'avait écrit un petit texte une fois pour une expo, où je pense que j'avais exposé, oui, ces petits tableaux. Et, et je vois maintenant, avec la distance, je vois aussi l'influence de Guillermo Cuitca, que j'avais découvert à cette époque-là, où Guillermo commençait son travail. Et il y avait tout un travail sur Pina Bausch, qui était magnifique. J'étais une grande admiration. Donc c'est aussi inspiré de sa manière de peindre de l'époque. Et, et voilà, c'était deux maîtres pour moi à cette époque-là. Et donc ces deux petits tableaux, ils transmettent ça, disons, sont de cette période-là. Même dans les couleurs, que après je n'ai plus utilisé ces couleurs-là. J'ai l'impression que je n'ai pas trop utilisé. Oui. Voilà, donc ça fait partie. Enfin, un peintre est en permanente évolution, hein, comme la vie même. Hein. Et justement, dans la première salle, on a ce grand triptyque Oui, qui est reproduit sur l'affiche de l'exposition. oui, C'est quelque chose, oui. c'est une œuvre que personnellement je considère comme majeure. Est-ce que tu peux nous en parler davantage de ce triptyque? Tu sais, je pense que c'était Jean Genet qui disait toute œuvre était autobiographique. Je raconte mon histoire, je raconte des histoires que je vis et ma propre histoire et beaucoup, évidemment, mon enfance. Je suis née dans un petit village. À l'époque, c'était un petit village. Aujourd'hui, c'est une grande ville, magnifique. Mais là où je suis née, où j'ai passé ma petite enfance, mon enfance, jusqu'à l'âge de 10 ans, j'étais là. C'était un lieu de montagne. En fait, ce n'est pas la Patagonie franche, mais le paysage. La Patagonie est au sud encore de mon village, mais le paysage n'a pas changé. On a la cordillère des Andes qui est immense d'un côté, et si on se met de dos à la cordillère, on voit la plaine désertique de la Patagonie. Je transmets ça avec mes tableaux sur la cordillère, disons. Mais j'ai fait ma première exposition sur ces sujets-là. Je l'ai fait dans la galerie des Poppi Arvani à Paris. On avait appelé cette expo Memorias de Patagonia. On avait appelé carrément en espagnol. Et Memorias de Patagonia, où j'avais fait toute une série de tableaux sur ce sujet-là. Et donc, j'ai raconté mon enfance. Mes jeux, la cordillère, les pierres, les montagnes, les formes des montagnes, les petits ruisseaux, enfin le paysage, et des petites histoires que j'ai voulu créer, inventer. Il y a des personnages que j'introduis. Là, c'est mon fils, par exemple, à droite, qui est à droite. Là, à gauche, je ne sais pas qui c'est, mais c'est une fille. Et à cette époque, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire des filles avec comme des saintes, mais avec cette auréole comme ça. Je ne peux pas l'expliquer vraiment. Hein. C'est des choses qui viennent et qui me conviennent et qui vont bien dans la composition du tableau et tout ça, ou la couleur, ou etc. Et je la laisse. Et puis, il y a ces boules rondes qui existent, pas dans mon village qui s'appelle Malargüe, mais ailleurs, en dessous de la cordillère, en bas, disons, de la cordillère. J'ai vu ces boules, je les ai vues après les avoir peints. Je ne sais pas pourquoi je les ai peints, comme ça, mais je les ai vues après.
et dans un lieu magnifique, dans la province de San Juan, dans un site qu'on appelle la vallée de la Lune. Et ces pierres exactement rondes existent telles qu'elles sont représentées dans le tableau. Elles sont parfaitement circulaires. Parfaitement circulaires, oui. Ce sont des sphères. Et cette histoire de labyrinthe, Les petits labyrinthes, en fait, ça rappelle un peu les sites archéologiques des anciennes constructions, des petits villages indiens. Oui. Qui sont pas dans mon village des Malargüe, il n'y a pas ça, mais je les ai vus plus dans le nord, quand on fait le parcours de la cordillère, et dans ces pays, qui est magnifique, que je recommande à tout le monde d'y aller parce que c'est un rêve. Hein. et ce qui est frappant dans ce tableau et qu'on retrouve dans d'autres Oui, tableaux de l'exposition, c'est cette espèce d'inquiétante étrangeté qui était propre à Breton, à l'esprit surréaliste. oui, Et on sent, et c'est un peu ce que j'ai voulu faire ressortir dans l'exposition, oui, cette tension entre un univers très paisible, enfin, qui en apparence est paisible, oui, et puis des éléments qui peuvent faire basculer dans quelque chose d'étrange, peut-être Oui. un peu inquiétant. Là, oui, je pense par exemple à ce cœur, oui, avec une trace de main. oui, Il y a aussi cette forme dans les tons oui, vert, ocre, et il y a aussi ce fleuve qui est oui, vert, oui. qui introduit quelque chose de Oui. inquiétant. C'est une intention ou est-ce que c'est C'est- inconscient pour toi? Non, c'est pas une intention, c'est inconscient, c'est une question de composition. Cette sérénité, c'est quelque chose que peut-être moi j'ai, et l'inquiétude, c'est aussi quelque chose qui est naturel, je trouve, de la vie. Et la vie n'est pas un fleuve tranquille. On a toujours des choses qui nous inquiètent. Donc Oui. peut-être ça sort aussi de cette façon dans les tableaux. Alors, comme tu Oui. fais référence Oui. à la Bible avec ce long fleuve tranquille, on a cette croix. Oui, il y a toujours des croix dans les montagnes, comme il y a des croix aussi à côté des routes où les gens ont des accidents, meurent ou je ne sais pas quoi, dans la montagne aussi. Mais il y a aussi des petits hôtels hein, qu'on peut faire parce qu'il faut pas oublier que c'est un pays qui a été colonisé par l'Espagne, donc il est catholique. Donc, il avait été colonisé par une autre culture, il y aurait des trucs coraniques, je ne sais pas, ou n'importe, hein, mais c'est chrétien, donc il y a des croix et des petits hôtels et des petites églises, et beaucoup de gens très croyants. Et dernière chose qui accentue cet effet d'étrangeté, c'est ce petit enfant rouge pratiquement au centre de la composition. L'enfant revient toujours dans mes tableaux. J'utilise l'image de l'enfant pour exprimer des choses. À chaque fois que je veux entamer un tableau, il y a un enfant qui se pose. Je ne peux pas l'éviter. Alors, j'adore les enfants. L'enfance me fascine depuis toujours, à tel point que quand j'étais jeune, je voulais avoir 10 enfants. Ah oui, à ce point-là. Oui, mais après, quand j'ai commencé à les avoir, j'ai trouvé que c'était un peu compliqué. Je n'ai eu que 2, hein, mais j'en suis très heureuse. Ah oui. Très heureuse. Dans mes tableaux, il y a toujours des enfants qui peuvent être les miens. Parfois, j'utilise des modèles d'autres enfants de mes amis ou des enfants quelconques, des images que je trouve qui me plaisent et que je vais absolument les intégrer dans un tableau. Il s'appelle Angelito, celui-là. Et le thème de l'enfance, c'est ça, c'est toujours là. Et là, au bout d'un moment, j'ai commencé à peindre. J'ai fait toute une série aussi des anges. Les anges sont venus. Ma mère qui était dans les sciences, donc quelqu'un de très rationnel, très réaliste, toujours très pragmatique, très bien. Quand elle a vieilli, au bout d'un moment, elle a commencé à parler des anges. Et ça m'avait beaucoup impressionnée, tout en venant d'elle, comme ça. Elle faisait des petits hôtels avec des petits personnages. Il était devenu mystique.
C'est là où j'ai commencé à peindre des anges, parce que je comprenais pas trop. Elle commençait sa maladie de Alzheimer. C'était pas vraiment Alzheimer, le diagnostic était un autre, mais ça ressemblait beaucoup. Ça s'appelait quelque chose comme quelque chose de sénile. C'était le cerveau qui se détériore hein, et qui délire, quoi, qui commence enfin, avec des fantaisies fantasmées comme ça. Vous voyez des anges partout. Et il voyait des anges, il croyait à des choses magiques, voilà. C'était le début de sa maladie. Et donc, du coup, moi, j'ai peint des anges, des anges, parce que je parlais beaucoup avec elle pour essayer de la stimuler pour qu'elle puisse parler, n'est-ce pas? Et donc, bon, c'est une période qui m'avait beaucoup impressionnée et tous mes anges viennent de là. On transforme la souffrance en œuvre d'art, quelque part. Et Angelita, donc c'est une petite fille. Oui, c'est une petite fille. C'est une image, je l'ai trouvée dans un magazine. Je transforme, hein, je lui donne une autre forme. Mais ce qui est frappant, c'est ce contraste entre le modelé, la finesse des ondes, des lumières sur l'épiderme du visage, ces aplats et avec des couleurs très acidulées qui donnent un côté assez pop. Donc on ne sait pas si on est vraiment du côté de l'angélisme Ouais. ou si il y a quelque chose qui est artificiel. L'ambivalence, l'ambiguïté. Oui. Alors nous voici dans cette deuxième salle de la galerie, à l'exception de deux tableaux présents, Las Tres Niñas et puis la Dame Blanche. Nous sommes immergés dans la Patagonie. Il y a une chose qu'on n'a pas encore évoquée, c'est que certains tableaux, même la plupart, évoquent des femmes, des histoires, un imaginaire qui est propre à l'Argentine. Ce sont des légendes païennes. Hein. Dans cette région, il y a beaucoup d'Indiens Guarani, ce qu'on appelle des Indios Guaraníes. Qui ont été l'objet d'une étude magnifique de Pierre Clastre, La Société contre l'État, un ouvrage d'ethnologie, d'anthropologie sur les Guaranis, justement. Sur les Guaranis. Qui a révolutionné d'ailleurs le monde de l'ethnologie dans les années 70. Sur leur mode de vie, leur pensée, le mode de dévolution du pouvoir aussi. Ils refusaient toute forme de pouvoir centralisé, étatique. Et le chef n'avait pas les attributions qu'il a comme dans une société occidentale. Oui. Donc il fuyait l'État, justement. D'où le titre de l'ouvrage. Je voulais évoquer également La Dame Blanche, qui était un tableau... Qui est un tableau hors de Patagonie. Le propos, je le rappelle, de l'exposition était de faire dialoguer les œuvres de Cristina et de Matteo en confrontant des tableaux à l'apparence paisible mais dotés d'une inquiétante étrangeté avec des œuvres plus explicites de Matteo où justement le volume sonore n'est pas le même. Une sorte de contrepoint à ton univers. Autant lui, l'apparence est extrêmement brutale, entre guillemets. Cet univers où la guerre, le conflit est souvent omniprésent, en contrepoint, est adouci par cette technique du dessin extrêmement fin, extrêmement précis, au niveau des ombres, des lumières, et puis avec la couleur qu'il entreprend. Si on revient à Dame Blanche, là encore, hein, des grands aplats, deux figures qui encadrent un homme habillé, donc deux figures nues de dos, qui sont comme en contrepoint, qui encadrent cette figure centrale d'un homme habillé avec une cravate rouge. Énigmatiquement, il tient à bout de bras une femme en robe blanche, et ils sont surmontés d'un parapluie. Si on se rapproche du tableau, on a cette pluie de sang qui tombe par terre et dont l'origine devient des cheveux. Œuvre énigmatique. Et on aimerait évidemment trouver la solution à l'énigme en t'écoutant. Mais même pour moi, c'est énigmatique. En fait, il y a une recherche de composition et le personnage doit être central, doit être un peu inspiré. J'ai une grande admiration
pour le travail d'Épinay-Roche. Et je pense que j'ai pris cette image dans ces ballets. Et à cette époque, j'avais terminé de travailler la cordillère, les montagnes et la figuration de mon fond. Je commençais à simplifier beaucoup, à utiliser d'autres couleurs et des aplats. Oui, oui. Et j'ai beaucoup utilisé le sujet des jumeaux aussi. Ça m'a toujours impressionné, hein, ces deux qui se ressemblent tellement. Parfois physiquement, parfois pas tellement physiquement. Ou sinon, dans leur cœur, il y a des jumeaux qui font les mêmes rêves en même temps. C'est très curieux. Et la présence de ce parapluie... On a besoin de beaucoup de couleurs. Quand on peint, on réfléchit pas beaucoup. Parce que si on réfléchit, on peint pas. On fait, et après, on trouve le pourquoi on a fait. La peinture, c'est un geste qui vient très de l'intérieur. Hein. Comme dirait Bernard Lavilliers, c'est un son qui vient de l'intérieur. Tout à fait. Hein. Je pense que dans la création, c'est comme ça. Je pense que les musiciens font pareil. Dans l'art en général, dans l'écriture, hein, c'est probablement pareil. Hein. Si on s'assoit à réfléchir, hein, on fait rien. C'est important aussi que tout le tableau ne délivre pas l'ensemble de ses signifiants, de ses significations. Avec la figuration, on a ce risque aussi, hein, parce qu'on peut faire de l'illustration très facilement. Hein, et on essaye d'éviter précisément l'illustration. Ça veut dire que un tableau, ça doit rester toujours un peu énigmatique, et chacun construit son histoire après. On arrive donc devant ces trois œuvres qui ne forment pas un triptyque, mais qui ont été rassemblées parce que, évidemment, bien sûr, à cause des couleurs, des formes. Tu parlais des trios. Là, on les retrouve. Hein, par exemple, là, si on se penche sur Onda, fronde, qui veut dire fronde en espagnol. Là encore, une énigme, mais je crois savoir que les deux personnages représentés font référence à quelque chose de bien réel. J'ai trouvé une photo de ces deux petits garçons. Je ne les connais pas vraiment très bien, hein, mais j'ai compris que ce sont devenus des personnages politiques en Pologne. J'ai trouvé trop beau et j'ai voulu les représenter et les utiliser pour les tableaux. Hein. Et donc, voilà, c'est encore le thème des jumeaux. Comme je dis que tous les tableaux sont anecdotiques, les paysages où sont plantés, disons, ils sont mis. La Patagonie est une plaine où il n'y a rien, vraiment rien, et c'est jaune. Bon, s'il y a des arbustes secs, surtout à l'époque, il paraît que maintenant, avec le changement climatique, c'est devenu beaucoup plus vert. Mon village était désertique quand je suis née, et pendant mon enfance. Aujourd'hui, c'est tout vert, plein des arbres et tout ça. Le thème de la fronde, on le voit bien. C'était le jouet avec lequel on jouait les garçons. Hein. Moi, j'ai jamais joué à la fronde, mais tous les garçons jouaient avec ça. Jouer à tuer des oiseaux ou je ne sais pas quoi. Et le ballon, en Argentine, un ballon, c'est sacré. Et la rondeur du ballon, j'avais besoin d'un élément rond aussi. Et j'ai mis un crâne qui est rond et donc qui représente un peu la mort, qui est toujours présente dans notre vie. Une sorte de vanité, en fait. Une sorte de vanité, voilà, tout à fait. Et encore la présence énigmatique donc de cette chouette à tête humaine qui est une référence mythologique et qui dialogue avec les deux figures et cette forme sculpturale également. Ouais. Si on se penche sur la couronne d'Aurélie. Je me suis amusée comme une folle avec ce tableau. Parce qu'il y a toute une histoire derrière, donc c'est toujours ma cordillère, hein, la cordillère de mon enfance, ça c'est le petit garçon. Les plumes sont là de cette couleur, ça n'a rien à voir parce que c'est des plumes plutôt d'Amérique du Nord, des Indiens d'Amérique du Nord. Mais bon, les enfants jouent avec ça aussi. Ça s'appelle la couronne d'Aurélie. Et parce que, on a une histoire en Patagonie, dans les 19e, on a eu un Français qui a débarqué à cette époque-là chez les Indiens
Il s'est fait ami des Mapuches, il est rentré dans la communauté Mapuche et les Mapuches l'ont tellement apprécié il a beaucoup fait pour eux, hein, beaucoup, à tel point de leur écrire une constitution pour essayer de faire une république Mapuche. Et donc, on l'a trouvé, je pense que la première fois, c'est les Chiliens, parce que c'est très proche, ils sont entre l'Argentine et le Chili. Et je pense que c'est les Chiliens qui ont dit c'est un fou, et ils l'ont pris, et ils l'ont ramené, ils l'ont mis dans le bateau de retour en France. Il est resté quelque temps en France, et après il est retourné chez les Mapuches. Il se réinstallé avec, et il voulait carrément fonder les aider à se protéger, à créer une république ou faire quelque chose. Et ben là, il a été pris par les Argentins de nouveau, de retour en France. L'histoire s'est terminée là parce que je pense qu'il est mort en France. Et donc, les pauvres Mapuches sont restés sans république et toujours à la dérive et à lutter pour ses droits. Et jusqu'aujourd'hui. Que ce tableau raconte un petit peu cette histoire. J'ai mis une couronne royale en Europe plutôt, parce que nous, on n'a pas eu de roi là-bas. Et les petits animaux sont les animaux qui nous ont toujours entourés. Donc la petite Mara, qu'on appelle aussi le lièvre de Patagonie. Un peu la tête presque du kangourou, un peu des pattes arrière plus importantes que les pattes antérieures. Tout à fait. Ouais. Et celui-là, donc ces plaines, on les retrouve dans Negrito. Ouais. Ce tableau dont le désert est là est moins jaune, moins ocre, plus orangé, plus rougeoyant, et qui est énigmatique aussi. Oui. Et justement, on retrouve ce trio dans la composition, cette ternarité, cette trinité, mais il y a cet élément énigmatique au centre de la composition. Ce tableau raconte d'un voyage qu'on a fait à ce village de Malargüe, comme je dis maintenant, c'est à la ville de Malargüe. J'étais jamais retournée dans ce village, dans cette ville. Et j'ai retrouvé une ville qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais en tête, ce que j'avais vu. J'ai voulu montrer à mes enfants et à mon mari la maison où j'étais née, et je supposais qu'elle existait encore. Et en effet, elle existait. Donc on a fait le parcours du village où j'avais vécu et tout ça. J'ai pu voir la transformation impressionnante de cette ville, qui était devenue très importante et dans la province de Mendoza, à cause d'un centre de recherche des rayons cosmiques qui s'appelle Pierre Auger, qui a le nom de monsieur français, Pierre Auger, qui a découvert les rayons cosmiques. Dans ces centres-là, où viennent des chercheurs du monde entier, on a vu qu'il y avait ces énormes, ce sont des énormes réservoirs. Il y a de l'eau à l'intérieur et un système de miroirs très étrange pour nous qui ne sont pas dans cette matière. Et il y en a plein dans les déserts, parce que c'est une région où il ne plaît pas beaucoup, précisément, et le ciel est très très pur. Donc les rayons tombent en permanence. Il paraît que ce sont des rayons qui nous transpercent, qui tombent sur nous, voilà, tout le temps. Et là, c'est Negrito, c'est un de ces objets étranges, disons, qui est dans le tableau. Et Negrito, c'est vraiment le nom d'un de ces réservoirs. C'était écrit. Là, si tu vois, c'est écrit, chacun a un prénom. C'est très, très curieux, c'est fascinant. Et voilà, les thèmes des dinosaures. Oui, parce que tu m'avais raconté que la Patagonie, c'est aussi, quand tu étais petite, on te racontait que tu marchais sur des dinosaures, puisque c'est... Ouais, voilà. Donc ça nous a toujours impressionnés. Pour deux choses. Une, on savait qu'on marchait sur les ossements des dinosaures, que les dinosaures étaient sous nos pieds. Tout ça, ça faisait aussi l'or noir que nous avions. Il y a du pétrole, évidemment. Donc on imaginait marcher sur tout ça. Donc les dinosaures,
se balade dans tous mes tableaux de la série de Patagonie. Là, c'est une vue nocturne, donc il y a la petite Mara, évidemment. Il y a un petit Indien que j'imagine, on les a pas comme ça, les Indiens, hein. Mais il est imaginaire, j'ai mis une petite plume, blablabla, mais c'est un Indien, pour moi, c'est un Mapuche, parce qu'il a un instrument de musique qui s'appelle le kultrum. J'ai voulu représenter un peu le ciel qu'on a là-bas, qui est un ciel complètement différent du nôtre ici en Europe, hein. Et nous, on a là-bas la croix du Sud. Oui, parce que c'est l'hémisphère sud. Si tu vois le ciel la nuit là-bas, t'es perdu. C'est pas le même. Tu sais vraiment que tu es ailleurs. La constellation du Berger, tout ça, Ouais, on connaît pas là-bas. Ouais. Et inversement, nous, on a Ouais. pas ça. Et alors, on retrouve ce désert, cette fois-ci à la lumière du jour, dans ce tableau Punta de... Punta de Flecha, pourquoi? Ça, c'est Malargüe, tu vois. La cordillère est derrière. Et quand tu vois le paysage comme ça, c'est la plaine, et c'est exactement ça, c'est jaune avec les petits arbustes très basses, parce qu'il y a un vent permanent, hein, ça souffle tout le temps. Et donc, c'est Malargüe avec les fameux réservoirs. Les fameux réservoirs. Qui ont tous leur petit nom. Voilà, qui ont tous leur petit nom. Et ben, t'as les dinosaures, hein, que je les fais revivre, encore un petit réservoir. Et le zorro patagonico. Le zorro. On a un zorro en Patagonie, voilà. J'ai eu un plaisir dingue à faire toute cette série Patagonie. Et alors, on termine le parcours sur cette grande composition, El Kultrum, que tu évoquais, justement, cet instrument utilisé par les Mapuches. J'ai appris sur ça parce que j'ai un frère musicien et qui a joué cet instrument, parce qu'il a joué avec une chanteuse Mapuche qui transmet très bien la culture, et j'ai beaucoup appris d'elle aussi. Et, elle s'appelle Béatrice Pichimalen. C'est en 2008, et je pense qu'en ce moment, il y a eu une éruption. Il y a beaucoup de volcans dans la cordillère. Et c'était juste à ce moment, donc j'ai voulu faire le volcan. Et mon village, Malargüe, avait été sépulté par les cendres du volcan avant ma naissance. Tu vois comment la peinture est autobiographique. Oui. Et ça peut rester mystérieuse pour les personnes qui la regardent, non? Avec ce choix, ces juxtapositions de mythes, de réalités, de légendes, de contes et d'éléments autobiographiques qui font toute la richesse de ta peinture. Christina, merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Enguerrand, de m'avoir invitée et à faire cette expo, hein, que je suis vraiment très, très heureuse. Merci beaucoup.